Je vous remercie bien évidemment de votre participation à ce webinaire. On est dans ce format-là parce que, bien évidemment, comme nous le savons tous, les circonstances et la crise sanitaire ne nous permettent pas de nous retrouver en présentiel. Voilà, je dis à chaque fois que je le regrette, mais je crois que nous allons arrêter de dire ces regrets et penser que c'est un nouveau mode de travail, une nouvelle organisation et que ça a aussi ses avantages pour chacun d'entre nous et en particulier pour tous ceux qui sont éloignés du centre parisien, d'éviter ces fatigues de déplacement. Donc, c'est aussi un gros avantage. Voilà, il va nous falloir apprendre à communiquer et à travailler de manière aussi satisfaisante dans ces modalités-là. On est dans une phase importante aujourd'hui, dans ces mois de cette fin d'année 2020, pour plusieurs raisons. On est à un peu plus de 2 ans et demi de la mise en œuvre de la stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement. Et certains d'entre vous l'ont sans doute vu, consulté. Nous avons produit à la délégation interministérielle un bilan de ces 2 ans. Voilà, ce bilan, il montre des avancées, je crois, assez certaines sur un certain nombre de sujets, d'autres où les choses sont plus lentes et plus difficiles. Et au-delà des données et des chiffres, ce que je crois que cela montre, c'est les changements structurels que nous sommes en train de déployer, de mettre en œuvre en faveur d'une politique publique de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement qui soit plus adaptée, plus moderne, au sens du respect, bien évidemment, de l'état des connaissances et de l'application de cet état des connaissances, et aussi qui soit plus en lien avec les attentes des acteurs, que ce soit du côté des personnes, des familles, des associations, qui sont la préoccupation centrale que nous devons tous avoir, mais aussi bien évidemment les acteurs professionnels. Alors ce matin, vous êtes, Delphine Corlet le disait à l'instant, et je la remercie d'avoir, avec le soutien du Groupement national des CRA, d'avoir préparé ce webinaire. Vous êtes un peu plus d'une centaine, à la fois des représentants de plateformes, bien évidemment, des représentants des agences régionales de santé, et en particulier les référents des ARS qui sont en charge de suivre la déclinaison territoriale des mesures de la stratégie sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Voilà, donc une grande majorité de représentants de plateformes, je voulais le souligner. Je pense que c'est une grande satisfaction pour nous, en tous les cas, équipe de la délégation, de savoir que les propositions que nous vous faisons de travail collaboratif, y compris sous ce format-là, ont votre adhésion. Dans ces plateformes, il y a bien évidemment des représentants de plateformes qui sont nommés depuis, j'allais dire depuis le début, pas tout à fait depuis le début, mais en tous les cas qui ont plus d'1 an d'existence, et puis certaines qui démarrent cette activité-là. Et je pense aussi que cette mixité de représentation va être très aidante dans une vision de co-construction entre pairs, PAIR, et vous apporter aux uns et aux autres des éléments de connaissance, d'information et surtout d'échange. Alors, je voudrais, en préparant cette conférence avec Delphine Corlet, on se disait que peut-être justement, à la fois pour ceux qui sont engagés depuis un peu plus longtemps dans la mise en œuvre de ces plateformes, et pour les nouveaux, il était peut-être judicieux et bon de rappeler ce qu'on est en train de faire collectivement. Et ce qu'on visait dans la stratégie et qui est en train de se réaliser. La première chose que je voudrais dire et rappeler à tout le monde, c'est qu'on est engagé dans un dispositif national. On n'est pas engagé dans une expérimentation. J'ai souvent raconté l'histoire, enfin, ou à quelques-uns d'entre vous, mais je vais
je vais la reprendre quand, avant l'élaboration de la stratégie, quand elle a été présentée au plus haut niveau, y compris au président de la République. Nous étions partis au départ sur un dispositif expérimental, certains s'en souviennent, on avait même imaginé de financer ça dans le cadre des expérimentations article 51. Et puis, il y a quelqu'un qui nous a dit, et ce quelqu'un, c'est le président de la République, qu'il ne voulait pas d'expérimentation. Que si nous étions convaincus, c'était ça sa question, de la pertinence et de l'importance de mettre en place ce type de dispositif, alors il fallait y aller. Voilà, et on a repris nos crayons, repris nos calculettes et on a imaginé ce dispositif et son mode de financement avec, et je vois Garménique Leblanc, représentante de la CNAM, avec un financement sur l'Ondam Soigneville et plus du tout dans un cadre expérimental article 51. Et je pense qu'il est important qu'on se souvienne de ça, hein, c'est-à-dire qu'on est dans la construction d'un dispositif qui a une vocation pérenne, dans un instrument de politique publique autour du repérage, du diagnostic et de l'intervention auprès des enfants, dans une vision d'une nouvelle brique, de nouveaux droits pour les familles bien évidemment, et pour les enfants avec le forfait bien évidemment, mais au-delà de la question économique, il y a tout le dispositif et tout l'accompagnement qui est dû aux familles. On est aussi d'une certaine façon, alors je ne sais pas si on peut employer la terminologie de droit, ce serait un tout petit peu la dévoyer, mais on est aussi dans une organisation pour les premières lignes médicales, je pense en particulier aux pédiatres et aux médecins généralistes, qui ont enfin, avec ces plateformes et à terme sur l'ensemble du territoire national, un interlocuteur unique et identifié quand elles repèrent un écart de développement chez un enfant. Et à partir du moment où on met en place cet interlocuteur unifié, identifié concrètement sur le territoire, on rend notre politique plus lisible pour l'ensemble des parties prenantes. Pour les deuxièmes lignes, là aussi la nouveauté, je ne sais pas si c'est une nouveauté, ça faisait longtemps que c'était dans les textes, mais en tous les cas, concrètement, il me semble que ce qui se joue, c'est de rappeler et de le décliner très concrètement que ces deuxièmes lignes ont une responsabilité populationnelle sur un territoire donné et que cette responsabilité populationnelle, elle est extrêmement importante quand, bien évidemment, on rapporte aux chiffres d'incidence des troubles du neurodéveloppement sur le territoire national. Voilà, donc un droit pour les familles, un interlocuteur unique et identifié pour les premières lignes, et puis, bien évidemment, une responsabilité d'intervention, de repérage, de diagnostic pour les deuxièmes lignes. Et puis tout cela a une incidence extrêmement forte aussi sur la réorganisation du paysage, notamment vis-à-vis des troisièmes lignes, avec, alors pas immédiatement, je le sais et vous le voyez bien, mais en tous les cas, le fait que ces troisièmes lignes doivent être de manière plus importante le lieu du soutien, de la ressource, à la fois pour les situations complexes et très complexes, et aussi bien évidemment pour les autres acteurs de terrain qui doivent pouvoir trouver dans ces troisièmes lignes du soutien, de l'analyse, de l'échange, de la mise en place de formation sur des aspects plus fins et plus importants dont vous pouvez avoir besoin, vous, les plateformes, à un moment ou à un autre. Le deuxième élément important, je crois, de ce que nous sommes en train collectivement de construire, c'est ce qui fait le fondement même de la stratégie nationale TSA et TND. Et ce fondement, c'est bien évidemment la question des recommandations de bonne pratique
et des compétences attendues dans le domaine de ces troubles du neurodéveloppement. Dans un contexte où la qualité des pratiques est très hétérogène sur le territoire national, qu'on soit première ligne, deuxième ligne, et si je suis totalement sincère avec vous, je dirais aussi parfois sur les troisièmes lignes, votre mission, pour paraphraser un film que les gens d'un certain âge connaissent, si vous l'acceptez, hein, c'est d'aller porter dans les territoires ces bonnes pratiques. Les familles nous disent, hein, et les associations qui les représentent nous le disent de manière extrêmement forte et m'en tiennent souvent rigueur, que nous ne soyons pas assez déterminés, assez volontaires selon elles sur cette question des bonnes pratiques. Je crois que nous le sommes, mais ce que je tiens à vous dire ce matin, c'est que nous avons à faire ça collectivement. Hein, il n'y a pas que la déléguée ou que la délégation interministérielle. L'ensemble des instances qui sont aujourd'hui engagées dans la mise en œuvre de cette stratégie, que ce soit bien évidemment les agences régionales de santé, que ce soit les opérateurs que sont la CNSA, la CNAM ou d'autres, que ce soit vous, évidemment, nous sommes chargés en responsabilité sur les territoires pour mettre en œuvre et vérifier l'application de ces bonnes pratiques. Alors je sais hein, que ce n'est pas facile du tout et que vous vous heurtez ou que vous allez vous heurter, pour certains d'entre vous, à des résistances, à des structures qui ne veulent pas collaborer. Mais je vois aussi, et chacun de mes déplacements me le montre, que vous allez rencontrer des personnes, des structures, des interlocuteurs qui ont envie que les choses bougent sur cette question des bonnes pratiques et de la pertinence de l'action en matière de troubles du neurodéveloppement. Les ARS, les agences régionales de santé, doivent être en soutien très clairement sur cet aspect-là. Et vous le savez, et nous le répétons à la délégation de manière quasiment obsessionnelle, les instructions à l'égard des ARS dans le processus de sélection hein, et de suivi du travail des plateformes doit être axée sur ce respect des bonnes pratiques. Il y a plein d'autres sujets, je le sais bien, mais c'est prioritaire. Et comme il y a ce matin, dans ce webinaire, un certain nombre d'ARS qui sont présentes, je voudrais rappeler que notamment tous ceux qui, à ce jour, dans les lignes 2, ne veulent pas ou ne souhaitent pas ou résistent à ces collaborations avec les organisations qui sont sélectionnées pour porter les plateformes ou qui mettent en œuvre aujourd'hui ces plateformes, sont un indicateur très clair d'une résistance aux bonnes pratiques. Et cette lecture doit être faite. Elle doit être faite et elle doit être traitée, au sens où nous avons, délégation au niveau national et agence régionale de santé, une responsabilité pour faire évoluer ces pratiques professionnelles. Voilà, donc ce que je veux dire, et j'espère que vous l'avez compris ainsi, hein, il ne s'agit pas de dresser des bons points et des mauvais points, mais qu'on est en tous les cas là en soutien hein, des opérateurs que vous êtes sur le plan territorial pour faire évoluer ces résistances localement. Le troisième point que je tenais à échanger et à porter devant vous, c'est qu'on est bien dans des plateformes qui ont vocation à repérer des écarts de développement qui sont susceptibles d'être diagnostiqués à un moment ou à un autre comme des troubles du neurodéveloppement. Nous ne sommes plus à ce niveau-là dans une stratégie qui ne vise qu'à repérer les enfants autistes. Il ne s'agit évidemment pas hein, d'oublier et vous savez à quel point j'y suis sensible, cette question des troubles du spectre de l'autisme, des troubles du spectre autistique, mais il s'agit d'élargir notre focale à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement.
J'ai tenu hier, non, lundi, pardon, il y avait le premier anniversaire du GIS TSA-TND, du groupement d'intérêt scientifique qui porte la politique de recherche dans notre pays sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Et j'ai rappelé l'importance de ces troubles du neurodéveloppement et j'ai noté avec beaucoup de satisfaction, c'est important de se le dire, que les scientifiques de très haut niveau qui étaient présents à cette journée ont tous dit l'importance de cette ouverture aux troubles du neurodéveloppement en matière de recherche et en matière de pratique clinique, et bien évidemment d'intervention directe auprès des personnes et de leur environnement, famille et au sens large. Voilà, donc cet élargissement aux troubles du neurodéveloppement que nous avons voulu et souhaité dans la stratégie, il doit s'exprimer, cet élargissement, très concrètement dans l'action que vous menez dans les plateformes. Ça veut dire que concrètement, vous devez prendre en compte la question de l'autisme, des troubles du langage, des troubles de la coordination, la dyspraxie, des autres troubles d'apprentissage, et puis bien évidemment les TDAH, même si on sait aujourd'hui, si la science nous précise bien que les TDAH sont repérables plus tardivement, enfin stabilisés en tous les cas plus tardivement. Et ça veut dire très concrètement là aussi que vous devez faire des alliances, des partenariats, des collaborations avec des partenaires sur ces troubles sur lesquels vous êtes, pour certains, pas suffisamment experts, ou en tous les cas en train de construire ces expertises. Et cette construction d'expertise, elle ne peut pas se faire seule. Et là aussi, la notion de responsabilité populationnelle sur un territoire fait que vous devez absolument faire ces alliances et ces coopérations pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des personnes sur le champ géographique qui est le vôtre. Je mesure bien, en reprenant avec vous tous ces enjeux, à la fois les enjeux de droit ou de nouveaux droits, les enjeux de responsabilité populationnelle, les enjeux de bonne pratique et d'application des recommandations de bonne pratique, d'élargissement de la focale sur les troubles du neurodéveloppement, que ce chemin sur lequel nous sommes engagés les uns et les autres n'est pas un chemin facile. Et vraiment, et ce n'est pas juste un effet de discours. Je vous remercie de nous accompagner et de vous engager dans ce chemin. Et je vois que dans un certain nombre de territoires, les choses sont très, très bien parties. Je pense, je ne sais pas, alors ça, c'est toujours difficile quand on commence à citer des équipes de dire qu'on va en oublier certaines. La question, elle est là aussi pas de dire où sont les bons et où sont les mauvais. On est dans le début du chemin. Donc tout ça va progresser de manière considérable et a progressé déjà de manière considérable en termes d'implantation, de qualité des activités, de nombre d'enfants repérés, de nombre de forfaits déclenchés. Mais voilà, je pense bien évidemment à Amiens, je pense au travail formidable fait en Auvergne-Rhône-Alpes, je pense à la dernière plateforme des équipes que j'ai vues il y a une quinzaine de jours avec Delphine en Normandie. Tout ce que j'entends, tout ce que vous me dites sur les changements structurels qui sont à l'œuvre avec la mise en place de ces plateformes sont extrêmement positifs. Il faudra qu'on les précise, il faudra qu'on les qualifie, il faudra qu'on les quantifie, il faudra publier, parce que nous avons encore parfois des interlocuteurs assez sceptiques sur le travail engagé. Voilà, donc je le disais au professeur Marais et à son équipe, à Jérôme Dupont, il n'y a pas très très longtemps, que voilà, nous allons devoir, pour ceux qui ont commencé un peu plus tôt que les autres, il va nous falloir publier ces résultats et montrer en quoi on fait gagner beaucoup de temps à ces enfants. Et c'est formidable.
voilà, c'est formidable parce que nous ne cessons de dire que la France a beaucoup de retard. Je voudrais juste souligner pour conclure avec vous que sur ce dispositif de plateforme, beaucoup de pays nous envient, aimeraient bien pouvoir faire la même chose. Et je pense que c'est assez réconfortant de se dire que, pour une fois, dans ce champ de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement, nous sommes un peu en avance sur ces organisations territoriales et sur cette ouverture large à la question des TND. Hein. Les Canadiens sont en train de s'y mettre de manière importante, au-delà des dispositifs formidables qu'ils ont sur les TSA. Voilà, donc je pense qu'il est important de le souligner, non pas dans un accès de gloriole ou d'autosatisfaction. Pour ceux qui me connaissent, c'est très très loin de mes pensées, de ma façon de penser la politique publique, mais en tous les cas, pour se dire que là, il y a un dispositif sur lequel nous allons devoir écrire et dire ce que nous sommes en train de faire pour montrer toute l'importance de cette structuration de ces 3 lignes et ce que ça produit comme bénéfice à la fois dans le travail collaboratif et la coopération entre les professionnels et puis bien évidemment dans les résultats pour les enfants. Voilà, je vous souhaite trois bons moments de travail collaboratif. Je vais vous écouter évidemment et puis partager aussi ces travaux, les travaux que vous allez mener pendant ces 3 webinaires avec Delphine et l'équipe de la délégation et les différents opérateurs qui sont présents. La ministre sera là, a très fortement souhaité, Sophie Cluzel, être présente un matin pour échanger avec vous et vous donner aussi la vision qu'elle porte pour cette politique publique. Voilà, donc on se reverra vendredi matin. Merci à vous tous. J'ai, je crois, dépassé 2 minutes. Je suis juste désolée, mais voilà, on avait démarré un tout petit peu en retard. Merci à vous tous et encore une fois, très très bons travaux. Merci Claire pour cette ouverture et avoir si bien rappelé le chemin qu'on a parcouru et qu'on va parcourir. Je vais faire un petit rappel rapide du déroulé de nos travaux sur 3 jours, de la méthode, avant de passer la parole aux acteurs principaux de cette réforme que sont les plateformes elles-mêmes. Donc nous avons un ordre du jour qui est assez chargé. Aujourd'hui, nous avons un peu transformé l'ordre du jour puisque nous l'avions initialement préparé comme très technique avec des questions sur les transports sanitaires, les MDPH, le financement, etc. Il nous est apparu que au lieu de rendre cet échange trop technique, il valait mieux donner la parole à des plateformes qui ont près d'1 an, voire un peu plus d'1 an d'expérience et qu'elles vous racontent à vous tous le chemin qu'elles ont parcouru, les réussites, parfois les défis et les challenges auxquels elles font encore face. Peut-être pour ceux qui viennent tout juste d'être désignés, ce retour d'expérience sera beaucoup plus utile que de vous dire et vous répéter ce qu'on a d'ores et déjà écrit sur Symbiose sur le financement des transports sanitaires. Mais voilà, on a quand même et malgré tout prévu de répondre à vos questions techniques si elles se posent. Et pour ce faire, nous avons les administrations centrales et opérateurs concernés par ces questions. Donc, Garménique Leblanc, qui est représentante de la CNAM, Prisca Vino, qui est représentante de la DGCS, donc de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, Ève Dujary et Anne Marceau, mais qui a du mal à se connecter, qui sont de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et je sais que parmi les spectateurs, puisque nous avions une jauge de conférenciers, nous avons aussi Anne Weber, que je tiens
à citer vraiment, puisqu'elle est tellement active et tellement en soutien, et qui est de la Direction générale de l'offre de soins, sans oublier la Direction de la sécurité sociale qui aujourd'hui se bat pour un PLFSS difficile et qui n'a pas pu se joindre à nous. Je les cite parce que, évidemment, c'est souvent mon nom que vous entendez, voyez, lisez. Je ne pourrais pas vous répondre s'ils n'étaient pas là. Et donc, il est important que vous puissiez aussi identifier leur visage et leur rôle. Et ils seront là s'il y a des questions techniques pour y répondre. Donc, sur les déroulés, nous avons donc une journée plutôt axée sur comment on monte une plateforme, comment on la fait avancer, comment on la déploie. Demain, nous aurons des questions un peu plus techniques tournées vers comment on sensibilise les premières lignes, comment on paye mieux et on déploie vers les paramédicaux et les psychologues, comment on financera les psychologues, et comment on crée un e-parcours puisqu'on a tellement de sujets, de dossiers partagés, et comment on crée l'adressage. Donc ça sera la journée de demain. Et la journée de vendredi sera plutôt vers ces articulations avec les lignes 3. Donc, nous avons mobilisé 3 lignes 3 sur 4. Le GNCRA qui a la gentillesse de nous donner un appui technique, la filière déficience et l'Association nationale des CRTLA. Ça faisait déjà beaucoup, donc nous n'avons pas associé à ce stade le GNCHR, donc sur le handicap rare, mais à terme, ils auront aussi vocation à travailler avec nous. Donc nous aurons ce moment de discussion autour de la gouvernance territoriale et nationale avec la ministre, et évidemment toujours en fil rouge des plateformes qui participeront au dialogue. Et enfin, une discussion sur le 7-12 qui est en cours de construction, donc le forfait 7-12 ans. Donc voilà pour le déroulé. Vous avez entendu citer les plateformes et je vais assez rapidement leur passer la parole. Donc Christelle Hockmeckler pour une plateforme Auvergne-Rhône-Alpes. Il va falloir que vous me redisiez parce que je me perds. Jérôme Dupont qui vient de remettre sa caméra pour la plateforme de Rouen et qui va changer de boutique, là, qui vient de changer de boutique cette semaine puisqu'il a rejoint l'Agence régionale de santé. Mais qui était à la manœuvre pour la plateforme de Rouen, et Anaïs Simoneau, qui est à la plateforme d'Amiens. Nous aurons un fil rouge que sont les plateformes Auvergne-Rhône-Alpes sur les 3 jours, parce qu'il était important qu'on ait quand même ce fil rouge et cette cohérence dans les échanges et qu'elles aient vraiment connaissance de tout ce qui s'était échangé jour après jour. Mais d'autres plateformes se joindront à nous chaque jour. Voilà pour le déroulé. Un point, c'est qu'évidemment, nous avons des discussions par symbiose. Nous tentons de répondre à toutes les questions, parfois avec retard, et je m'en excuse. On a souffert aussi de la crise sanitaire dans notre réactivité. Et du coup, vu que nous avons une interface web qui existe déjà, nous avons choisi de ne pas vous assommer de PowerPoint. Donc, c'est un pari. Puisque nous avons une expérience de 6 mois, de plus de 6 mois de webinaires avec des PowerPoint interminables qui ne facilitent pas beaucoup la discussion. Pour garder un peu d'humanité dans nos dialogues et dans cette réunion, nous avons choisi de garder les visages et les discours des personnes sans toujours mettre de slides à disposition. Il y aura quelques slides au fil de ces journées qui seront diffusés, mais l'enjeu est bien qu'on ait des visages et un dialogue et pas un cours magistral par webinaire. Donc, c'est un pari. C'est moins facile pour les conférenciers puisqu'ils n'ont pas le PowerPoint en soutien et en filet de sécurité. Et j'espère que vous apprécierez cet effort de leur part qui est d'en rester au dialogue oral je suis avec le GNCRA pour répondre aux questions écrites et passer la parole si nécessaire quand vous aurez des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser, ces questions. Je les rebasculerai en tant qu'animatrice vers les plateformes. Voilà pour cette introduction. Je vais donc tout de suite passer la parole à Christelle Hockmeckler, puis à Jérôme Dupont, puis à Anaïs, pour que chacun raconte leur histoire de PCO. Comment ils s'y sont pris et où ils en sont et quelles sont à la fois leurs réussites et leurs défis actuels.
Voilà, je passe la parole à Christelle Hockmickler. Je vous remercie Delphine. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Et tout d'abord en me présentant, parce que je voudrais juste apporter une nuance. Je ne suis pas directrice des PCO Aura. Certains m'ont tout de suite dit que j'avais pris du grade. Je m'en excuse, il n'en est point. Je suis effectivement directrice d'une PCO sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai vraiment la chance de faire partie de cette région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque, et je vais vous l'expliquer et je vais essayer d'être le plus clair possible encore une fois, très très vite sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et je vais dire la région Aura, nous avons depuis 1 an tout juste décidé de réfléchir ensemble avec les 5 PCO, donc 3 dans le Rhône, une dans l'Isère et une sur l'Allier, le Cantal et l'Auvergne, de réfléchir ensemble aux outils que nous allions proposer et puis à la manière dont nous allions monter ces PCO. Je vous invite, toutes les PCO qui commencent ou qui vont se monter, à penser sur une logique territoriale, peut-être départementale, mais davantage régionale, soutenue par vos ARS si possible. Alors, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais cette logique de travail entre PCO nous a été et nous est encore très, très profitable. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Claire Compagnon, les PCO, c'est un dispositif national. On n'est pas tous dans un petit coin en train de monter sa PCO. Et ça me semble important à dire pour introduire. Tout le territoire national va être couvert. On est tous à peu près dans les mêmes questionnements, à des niveaux différents selon les territoires, selon la nature du territoire, selon l'histoire du territoire, selon la dotation sanitaire, par exemple, d'un territoire. Mais on est bien tous dans les mêmes questionnements. Et je pense qu'on y viendra tout au long de ces 3 journées, des questionnements liés au forfait précoce, liés aux conventions constitutives, liés à l'histoire des liens qu'on a déjà avec les CRA ou pas. Tous ces questionnements, on les partage. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait le choix de se réunir très, très vite et assez régulièrement avec les 5 PCO, puis maintenant les 6 et puis bientôt les 7 ou 8 d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour comparer un petit peu nos organigrammes, tout simplement. Au départ, quel choix nous avions fait? Pourquoi est-ce qu'on avait fait le choix de recruter tel ou tel profil? Même si aujourd'hui, on n'avance pas toujours dans le même sens, toutes les PCO, on a des profils qui sont souvent liés à nos logiques territoriales. On y reviendra aussi, je pense, dans ces 3 jours, quel apport on a besoin en termes de coordination, avec toutes les limites autour de cette notion de coordination, mais aussi toute la largesse que ça permet, quel besoin on a en termes d'appui technique et quelle est la différence entre appui technique et coordination. Je crois que ces 3 jours nous aideront peut-être à y réfléchir aussi. En tout cas, sur la PCO, dans le Rhône, nous sommes 3 porteurs. Donc, premier travail, comment va-t-on travailler sur un même département avec 3 porteurs, 3 organismes gestionnaires différents? On a décidé de se réunir en copile et ça fonctionne pour le coup très, très bien aussi. Ça permet aux agences régionales de santé d'avoir un interlocuteur plus pertinent et puis moins dissous. Ce copil, il nous sert avec le copil Aura d'avancer sur ces outils. Je reviens tout de suite sur les outils parce que souvent les PCO qui se montent se posent la question de que mettre en place, comment mettre en place quelque chose qui serve à la lecture des dossiers. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce livret, même si, allez, je le dis parce qu'on m'a demandé de le dire, et ce livret, la photo ne convient pas à tout le monde. J'allais dire, il est quand même une belle avancée pour tous les médecins de ligne 1 qui ont enfin un outil qui permet d'objectiver un retard et qui permet de l'objectiver avec la famille. Et ça, c'est quand même une des premières avancées des PCO. Cet outil, il n'est cependant pas suffisant à accompagner de manière qualitative le parcours diagnostique. Donc, sur les PCO Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait le choix d'étoffer un petit peu ce premier livret avec un questionnaire famille et un questionnaire médical qui est quasiment le même sur les 5 PCO Aura. Il y a toujours quelques distinctions qui sont liées
notamment en logique territoriale, mais aussi aux médecins et à leur formation initiale. Mais ces dossiers complémentaires nous aident beaucoup, même s'ils ralentissent un petit peu les 15 jours. C'est un ralentissement qui est regagné après, c'est-à-dire qu'on ne va pas rechercher des informations qu'on a déjà. Ces outils complémentaires, ils sont précieux dans la lecture des dossiers, dans les hypothèses diagnostiques qui sont émises par les PCO en début de parcours. Et alors, ils sont déjà sur Symbiose, hein, il y a déjà un certain nombre de documents qui sont accessibles sur Symbiose. On est sans arrêt à les mettre à jour. Ils ne sont pas finis. Et j'allais dire, c'est un petit peu la dynamique de toutes les PCO actuelles. On est sans arrêt en train de remettre à jour nos process. C'est assez inconfortable, je ne vous le cache pas. C'est passionnant, assez inconfortable parce qu'effectivement, on se dit, mince, est-ce que ce courrier, il part à ce moment-là? Est-ce qu'on ne l'a pas fait partir trop tôt? Est-ce qu'il vaut mieux contacter tel ou tel intervenant avant? Tous ces process sont remis à jour. J'espère qu'on pourra vous faire bénéficier de notre expérience pour que vous ayez moins d'allers-retours. Mais on a fait quand même beaucoup d'allers-retours sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et on en fera encore, je pense. Le point que je voulais peut-être insister, c'est comment on peut associer un maximum nos agences régionales de santé dans le montage de ces PCO. Là aussi, il y a une différence, et je pense que Delphine Corlet pourra vous le dire, mais Claire Compagnon l'a un petit peu sous-entendu aussi. Il y a une grande hétérogénéité au niveau national. Selon les agences régionales de santé, elles ont eu plus ou moins de temps à accompagner aussi les PCO. On a une période, je ne vais pas en faire cas, très complexe sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. On a en gros ouvert nos plateformes entre septembre, novembre 2019 et janvier 2020. Donc, on a une petite année et on est tombé en pleine période Covid aussi. Donc, avec tout ce que ça engendre comme ralentissement aussi pour les ARS. Mais chaque fois que l'on a besoin, et j'insiste, d'avancer avec les lignes 2, parce que là aussi, selon les territoires, ça n'est pas simple, on a besoin du soutien des ARS et je pense qu'il faut vraiment les solliciter pour qu'elles accompagnent la mise en place et les conventionnements avec ces fameuses lignes 2. Delphine, vous me dites quand il faut que je raccourcisse. Je voulais parler autour de ces lignes 2 sur la question des RBPP. On a compris en acceptant la mission qu'on allait être le garant de la mise en œuvre de ces recommandations de bonne pratique auprès de nos collègues. Et j'insiste parce que c'est assez inconfortable pour certaines PCO et certaines le ressentent. C'est assez inconfortable pour les médecins de se confronter à ça. Néanmoins, il y a quand même un grand nombre de lignes 2 qui jouent le jeu et qui petit à petit se transforment. Alors, pas forcément officiellement, pas par la signature d'une convention, mais on le voit en partant des situations, concrètement, des situations d'enfants. On arrive à faire avancer tout le monde ensemble autour de ces bonnes pratiques. Ce n'est pas simple. Donc, je m'excuse tout de suite auprès de mon médecin parce que je sais à quel point c'est compliqué pour elle. Mais c'est des petites avancées et je dirais qu'au bout d'un an, finalement, on a avancé très vite. Même si chaque jour, on a l'impression, et je le reprends, votre punchline, Delphine, même si la montagne, l'Himalaya, c'est haut, c'est chaque fois plus haut, on a l'impression. Donc, moi, je me suis engagée auprès de mon médecin d'être son Sherpa jusqu'au bout. Mais l'oxygène, des fois, se fait rare et c'est toujours intéressant quand même de se rencontrer avec les autres PCO pour reprendre un petit peu de souffle et se dire finalement, on avance et on avance vite. En un an, on a déjà commencé à transformer les territoires. Et ça, on a du mal à le voir quand on est tous la tête dans le guidon, à recevoir beaucoup de demandes de forfait précoce, beaucoup de demandes de coordination. On ne va pas faire ici état des chiffres, mais c'est énorme. C'est exponentiel. Et bien entendu, la question des 7-12 qui arrive inquiète tout le monde à ce titre-là. Mais les territoires se transforment. L'offre sur les territoires en termes de ligne 1, notamment au niveau des psychomotes, orthophonistes, ergothérapeutes et psychologues, se transforme. On s'est beaucoup posé la question sur la PCO au démarrage. Est-ce qu'on arrivera à conventionner avec des psychomotes ? Est-ce que ça va les intéresser, les ergots, de nous rejoindre?
on ne se pose plus du tout cette question. Par principe, ils arrivent. Les gens qui s'installent conventionnent avec la PCO tout de suite. Notre question, elle est à l'inverse. Est-ce qu'on aura assez de professionnels de ligne 1 pour répondre à toutes les demandes qui arrivent? C'est déjà un peu l'engorgement pour certaines professions. Donc, vous voyez qu'on est déjà dans d'autres questions, d'autres questionnements. Toutes les appréhensions qu'on avait à ce niveau-là, elles ont bougé. Donc, il y en a d'autres. Chaque pas amène d'autres questions. Mais en tout cas, celle-ci avance et on a beaucoup progressé. Le risque qu'on n'avait pas tout à fait identifié au départ et qui est aujourd'hui plus présent, c'est comment ne pas se transformer en une nouvelle structure. Et je pense qu'il est assez bien identifié par toutes les PCO. On est tenté parce que c'est plus facile d'être une structure à soi tout seul. Mais on est aussi tenté parce que tout le monde nous attend là. Comment est-ce qu'on va pouvoir coordonner? Comment est-ce qu'on va pouvoir être qualitatif? Et le risque, c'est effectivement d'avoir une proposition globale, sans la collaboration de toutes les lignes 2, qui est nécessaire. Même si c'est très long d'arriver à se monter en plateforme, sur certains territoires, c'est déjà fait. Sur d'autres, c'est plus long. Et je pense qu'il faut accepter ce temps. On ne met pas de côté toute l'histoire du soin dans certains territoires. Et on aura d'ailleurs besoin d'eux sur d'autres situations. Je vois une petite question. Non, ce n'est pas pour nous, c'est bon. Donc, je veux juste donner un tout petit peu d'espoir à tous ceux qui pensent qu'on n'arrivera pas à créer des conventions constitutives dans le temps ou qui auraient aimé que ça se fasse plus vite. C'est vraiment un point d'alerte qu'on a émis pour le 7-12. En amont, penser les conventionnements avec les lignes 2. Aujourd'hui, on sait que ça va prendre du temps pour créer des plateformes, pour créer cette cohésion entre L1, L2, L3, pour qu'il y ait de la lisibilité et pour qu'enfin, comme le disait Claire Compagnon tout à l'heure, ou vous, Delphine, je ne sais plus, les lignes 1 sachent qui appeler. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est encore pas si simple. Dans des territoires très urbanisés, il y a de nombreux réseaux de santé, que ce soit du côté des périnats, des réseaux 10, de nombreux PCPE qui donnent parfois des solutions. Et il y a à rendre cohérents et fluides ces parcours pour les familles et pour les lignes 1. Je voulais juste peut-être vous montrer une seule diapo. Parce que grâce à cette diapo, est-ce que je peux partager mon écran? Oui, Christelle. Et après, je passerai la parole à Jérôme, puis Anaïs. Et après, j'aimerais bien quand même que Garménique puisse présenter un peu l'organisation de la CNAM sur le sujet, puisqu'il y a plein de plateformes qui se montent et qui sont, preneuses des informations. Christelle, je vous laisse présenter le slide et après, je passerai la parole à Jérôme. Oui, je fais très vite, c'est juste pour vous montrer ce que je trouve intéressant en termes de système d'organisation et de système un peu écologique que nous invite à penser la plateforme. Certains connaissent un petit peu ce genre de schéma, on les retrouve aussi dans les recommandations de bonnes pratiques. Ce sont des schémas selon des modèles écologiques et vous voyez à quel point en fait nous sommes au cœur de toute une organisation de soins, qu'elle soit médico-sociale ou sanitaire, les lignes 1, les lignes 2. Alors, on la laissera à disposition à cette slide pour ceux qui la veulent parce que je ne veux pas prendre plus de temps. Mais vous voyez que la coordination et que les PCO sont vraiment à la tangente de toute cette organisation et qu'il est bien plus difficile d'être à la tangente que d'être une nouvelle structure. Donc, voilà, mon point de vigilance était là et je m'arrête. Merci, Christelle. Les questions des conférenciers des participants sont tout à fait claires sur l'un des défis que vous avez très subtilement mentionné sur les difficultés à emporter avec soi tout un territoire, notamment en termes de ligne 2. Claire a introduit le propos en disant que selon les territoires, il y avait des habitudes de travail en commun bien installées ou en cours d'installation et dans d'autres, la question est beaucoup plus compliquée. Et à ce titre, je pense que c'est pas mal de passer tout de suite la parole à Jérôme Dupont parce que vous avez mis en place un système d'agent de liaison. Alors, à chaque fois, on en rigole un peu parce que ça fait un peu KGB ou FBI, mais qui semble fonctionner. Jérôme, vous êtes en revanche en contre-jour. Donc, on voit une ombre chinoise.
si vous avez la possibilité de vous mettre ou de mettre une lumière vers votre visage, ça nous aiderait. Voilà. C'est mieux de cette façon? C'est mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait idéal. Vous redécouvrirez Jérôme demain et après-demain. Donc, voilà, il trouvera une autre installation. Pour l'instant, il y a une ombre chinoise et une voix et ça suffit pour… Mais à l'ARS, parfois, on manque de lumière. C'est pour ça qu'il faut… Allez-y, allez-y. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, effectivement, nous, dans la mise en place de la PCO sur la Seine-Maritime, on a commencé ce travail-là au printemps 2019. Très rapidement, c'est issu, on est parti sur le territoire de la Seine-Maritime dans un premier temps, en collaboration avec l'ARS, parce qu'on avait déjà initié un travail d'animation territoriale sur le sujet des TSA. Donc, on avait cette habitude de travail déjà entre les différentes lignes diagnostic et de prise en charge et d'accompagnement. Donc, on avait commencé par ce territoire parce qu'il nous semblait, avec l'ARS, qu'on était là sur le territoire le plus propice pour la mise en place. Pour autant, le territoire le plus complexe parce qu'un nombre d'habitants assez important, avec un nombre d'acteurs très important et un enjeu du coup sur une approche de département, d'avoir une approche aussi populationnelle, mais aussi basée sur les bassins de vie, ce qui nous a amené à structurer ce travail d'animation en 3 antennes, une sur Le Havre, une sur Rouen et une sur Dieppe, avec des proportions différentes parce que la population n'est pas la même, mais avec déjà cet enjeu d'équilibrage entre les différentes lignes. Donc, très rapidement, on a mobilisé l'ensemble des acteurs dans ce travail en amont, peut-être même en amont du cahier des charges qui a été diffusé par la suite, ce qui nous a permis d'identifier, il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre de questions clés à se poser dans la mise en place de ces partenariats. D'abord, il y a l'enjeu de l'adressage. Alors, effectivement, adressage des premières lignes, mais habituellement, avant l'existence des PCO, la question qu'il faut se poser, c'est à qui ils adressaient ces médecins de première ligne sur les territoires. Et quand on répond à cette question-là avec l'ensemble des acteurs, ça nous permet déjà d'identifier probablement le porteur juridique, mais l'acteur clé qui va être aussi un acteur qui va faciliter la mise en œuvre. Chez nous, évidemment, c'était le CHU de Rouen qui a un rôle certes territorial à l'échelle de l'agglo et de la métropole, mais qui répond aussi à l'ensemble du département sur des situations plus complexes, notamment avec le service de néonat. Et je pense que cette accroche nous a permis effectivement une montée en charge très rapide parce qu'il y avait déjà cette habitude d'adressage vers le CHU, notamment sur la consultation de neuropédiatrie. Ça nous a donc permis de faciliter l'adressage. On a très rapidement travaillé aussi sur le conventionnement, sur la convention constitutive de la PCO, et là aussi avec un appui assez fort de l'ARS qui nous a soutenus pour avoir une implication de l'ensemble des structures de deuxième ligne dans cette convention constitutive. Donc aujourd'hui, on réunit dans la convention constitutive l'ensemble des structures de deuxième ligne, CANSP, CMP, CMPP, y compris le réseau Périnat qui a un rôle important pour nous sur le repérage des enfants et de communication avec la médecine de ville, ainsi que l'ensemble des acteurs qui jouent un rôle dans la formation des acteurs de première ligne ou de deuxième ligne, donc le CRA, évidemment, le CRTLA et d'autres acteurs qui nous ont permis de rejoindre ça. Donc la convention constitutive, on l'a construit avec 10 acteurs. À cette époque-là, il a fallu l'écrire de toutes pièces parce qu'on n'avait pas de modèle en tant que tel de ce type. Et l'ARS nous a beaucoup appuyé sur une signature rapide. Donc, on a pu signer, effectivement, à partir du mois de juillet 2019, on a signé cette convention constitutive rapidement. L'appui de l'ARS était important parce que dans la signature, on a signé une convention qui nous permet, à minima, de mettre en place des fondations d'une communication et d'une collaboration entre les acteurs. On n'a pas répondu à toutes les questions à travers cette convention constitutive, mais ça nous a permis de mettre en place des éléments de dialogue entre les différents acteurs, avec la mise en place d'un bureau qui est équivalent à celui d'un COPIL, mais qui a un rôle décisionnel avec des droits, avec des pouvoirs de vote qui sont répartis entre les différents acteurs, qui a été tout ça négocié avec l'ensemble des acteurs, ce qui nous a permis d'avoir des bases d'échanges importantes. Ensuite, donc, en juillet 2019, on a pu signer cette convention et on a commencé l'introduction, en tout cas la réception des demandes à partir de novembre 2019. Donc, on a un an de recul aujourd'hui sur la file active. Rapidement, il a effectivement fallu aussi conventionner avec nos professionnels libéraux, contractualiser avec nos libéraux. On a pu s'appuyer aussi sur des structures existantes, notamment le PCPE Normandie Senior, qui avait déjà cette habitude de conventionnement et de rémunération des libéraux. Donc, en fait, on a délégué cette partie de rémunération des libéraux au PCPE, ce qui là aussi a accéléré la mise en œuvre parce que tout le process étant déjà en place,
On a revu les conventions d'adhésion, mais on en reparlera demain probablement. Et ensuite, on a pu adapter les modalités de paiement des professionnels par la suite. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la mise en œuvre. L'implication des acteurs de deuxième ligne, elle se fait, je rejoins aussi ce que disait Christelle par rapport au fait que tous les acteurs n'ont pas intégré directement le fonctionnement de la PCO, mais progressivement rentrent dans la dynamique. Alors, on a encore beaucoup de travail à faire. Ce qu'on avait identifié, nous, au départ, c'est effectivement dans les structures de deuxième ligne, cette notion d'agent de liaison, c'est-à-dire d'avoir un interlocuteur dans chacune des structures de deuxième ligne, qui pourrait être un interlocuteur de nos coordonnateurs au sein des PCO, qui permettrait d'avoir un accès direct à ces structures, qui pourrait avoir un regard sur la liste d'attente des structures et comment pouvoir enclencher un suivi médical, par exemple, ou la mise en place de soins au sein de ces structures. Donc, on a essayé d'identifier ça. On ne l'a pas encore sur toutes nos structures. On y vient progressivement, on y va étape par étape, parce qu'effectivement, on a pris du retard aussi dans la mise en œuvre dans le contexte sanitaire, mais pas que, dans aussi notre dialogue avec certaines structures de deuxième ligne, ce qui fait que progressivement, en fait, on essaie de faire tâche d'huile pour faire en sorte que ceux qui ne se sont pas impliqués jusqu'à maintenant puissent le faire et montrer en fait la réussite. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de retenir qu'il faut y aller par petits pas et rapidement pouvoir montrer aux acteurs qu'il y a une vraie mise en place et une vraie efficacité dans le traitement des situations. Nous, très rapidement, on s'est appuyé sur les premiers retours. On a eu des adressages d'enfants tout petits, plus petits que ce qu'on attendait au départ, ce qui nous a permis de réduire un certain nombre de délais sur les soins. Effectivement, on a aussi mis en place des partenariats qui n'étaient pas forcément dans les textes au départ en termes de collaboration entre les CNP, CNPP, CANSP et nous par rapport à l'accès aux soins libéraux. On sait qu'ils sont très en difficulté, par exemple, pour mettre en place certains soins au sein de leur structure. Donc, on a essayé de voir comment on pouvait être gagnant-gagnant dans cette participation. Et jusqu'à maintenant, on a de plutôt bons résultats, même si je pense qu'on a encore une grande partie du travail à faire sur ce sujet-là, notamment. Un point sur la coordination, parce que vous m'aviez demandé d'intervenir sur ce sujet-là ce matin. On perd Jérôme au moment où il aborde un point crucial. Avant qu'on puisse le retrouver, Jacqueline, je compte sur vous pour le sauver, si ce n'est pas un problème local. Je tiens à reprendre la parole sur cette notion de gagnant-gagnant. Vous n'emporterez pas tout seul toutes les lignes 2 d'un territoire. Donc, dans ce contexte-là, vous avez d'abord besoin d'y aller à plusieurs pour normalement faire le cœur, le noyau dur de votre plateforme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y aller tout seul, sinon ça, le lien médico-social sanitaire et le lien libéral médico-social sanitaire est trop fragile. Donc déjà, il y a un noyau dur qui est nécessaire et ensuite, il faut convaincre. Et cette notion de gagnant-gagnant pour notamment lever la barrière des soins complémentaires, alléger les files actives est fondamentale. On n'y va pas en donnant des leçons, on y va en démontrant que ça marche et que c'est un bénéfice pour les familles et pour l'ensemble des lignes 2. Évidemment, dans un certain nombre de cas, vous allez faire face à des résistances et les agences régionales de santé, elles doivent être là en appui pour convaincre et vous aider à aller jusqu'au bout du dispositif. C'est bien pour ça qu'on a donné du temps pour élaborer la convention constitutive. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts et en plus, il y a un enjeu éventuellement de faire évoluer cette convention constitutive. Ce qui a été écrit, peut-être Anaïs d'ailleurs pourra rebondir là-dessus tout à l'heure, ce qui a été écrit il y a un an peut être revu progressivement en fonction de l'expérience acquise par l'ensemble du COPIL de la PCO. Mais sur la coordination, je repasse la parole à Jérôme qui est revenu. Oui, excusez-moi, ça va, vous m'entendez bien? Oui. Ok. Donc, sur l'aspect coordination, il y a effectivement… Alors, on utilise souvent cette notion de coordination de parcours, mais il faut être assez vigilant aussi sur ce qu'on entend dans la coordination assurée par les PCO. Il y a déjà un contexte. On est sur une coordination. Alors,
on a un enjeu de coordination médicale où effectivement le rôle de la PCO va être effectivement de trouver rapidement un relais dans la coordination médicale sur les situations. Ça, effectivement, c'est un enjeu. Sur la coordination des professionnels, alors on a un contexte qui est celui d'une intervention des PCO qui est court terme, c'est-à-dire qu'on intervient entre 12 et 18 mois, ce qui réduit quand même notre champ d'intervention dans la coordination. L'accès aux soins aussi, on est très centré sur une thématique qui est celle de l'accès aux soins et l'accès au diagnostic. Donc on ne peut pas déjà assurer une coordination globale, on est vraiment axé sur une coordination des soins et sur l'enjeu de l'accès aux soins. Et enfin, on a un enjeu volumétrique qui est celui de recevoir évidemment un grand nombre de demandes qui fait qu'effectivement, par rapport aux professionnels qu'on a à disposition sur nos PCO, on ne peut pas assurer une coordination intensive sur 300 situations individuelles ou sur 150 situations individuelles par professionnel. Bref, vous voyez bien que l'enjeu volumétrique est important. On identifie souvent 3 niveaux de coordination. Il y a un premier niveau qui n'a pas du tout de rapport avec mes agents de liaison, mais qui... Ah, on a perdu. Reperdu au moment où ça devenait crucial. Mais ce n'est pas grave. Jérôme, on vous attend. Ah voilà, vous revenez. Pardon. Jérôme, oui. Les 3 niveaux de coordination, on vous a perdu à ce moment-là. Pardon. Donc, 3 niveaux de coordination. Le premier, c'est un rôle de liaison qui est indépendant de celui que j'ai nommé auparavant dans l'agent de liaison, hein, mais qui est un rôle de liaison qui va mettre en lien les différents acteurs. Et là, le rôle de coordonnateur est important pour mettre en lien la famille avec les structures de deuxième ligne, les professionnels libéraux, la référence médicale. Donc, on a un rôle de liaison et ça, ce rôle est important. Globalement, hein, on a beaucoup parlé de responsabilité populationnelle jusqu'à maintenant. Dans une population, 75% de l'accompagnement doit se faire sur cette notion de liaison dans les PCO, à mon avis. Mais on verra dans le temps comment évolueront les chiffres. Ça, c'est la liaison simple et c'est le rôle principal de nos coordonnateurs. Ensuite, on a une coordination plus importante, qu'on va appeler coordination simple, qui, elle, va nécessiter une coordination, alors une recherche de coordination sur nos structures de deuxième ligne, parce que c'est aussi un enjeu au sein de nos CANSP, CMP, CMPP, et ça fait d'ailleurs partie de nos recommandations de bonne pratique, d'assurer une coordination de ces situations. Là, on peut jouer un rôle un peu plus important. Et enfin, un troisième niveau de coordination qui serait de la coordination de situations complexes, où dans le repérage de nos situations individuelles sur les PCO, on pourrait identifier effectivement une situation très à risque, avec une situation psychosociale dégradée, avec un enjeu d'accès aux soins important, avec des répercussions du handicap importantes dans le quotidien qui amèneraient à une situation de rupture très importante, où là, on a besoin d'une coordination dédiée. Et bien évidemment, là, on est plutôt sur un 4 à 5% de la population cible sur nos situations. Donc, on ne peut pas amener le même niveau de coordination sur l'ensemble de nos situations. Ça, c'est quand même un message important à passer, avec un rôle important de liaison, avec un rôle important éventuellement d'animation, de concertation au bout d'un an pour passer le relais et assurer ce lien important entre les structures de repérage et la PCO et les structures de deuxième ligne. Ça, c'est important. Mais ensuite, effectivement, il faut travailler à ça. Les ARS, hein, d'ailleurs, ont un rôle important aussi à ce sujet. Hein. On est nous-mêmes en Normandie en train de travailler sur ces aspects d'assurance de coordination en aval des PCO, parce qu'effectivement, il faut repositionner l'ensemble des acteurs sur ces enjeux de coordination. Et là, il y a un enjeu, effectivement, territorial important. Là où on peut se rapprocher le plus d'une notion de coordination, c'est dans l'appui qu'on va apporter aux familles. C'est-à-dire que très rapidement, à travers les PCO, les familles vont trouver un interlocuteur privilégié par nos coordonnateurs ou par les médecins, dépendamment des organisations. Mais là, c'est un rôle très important parce qu'effectivement, on permet aux familles de ne plus être seules dans la coordination de leur parcours. Donc, il y a un relais qui est pris sur cette situation qui va les aiguiller à travers le parcours. Et en ça, on a un rôle très important sur la PCO. Ça, c'est une fonction importante. Et puis la deuxième, c'est aussi dans la compréhension éventuellement des répercussions du handicap, où on peut déjà amener un certain nombre d'éléments aux familles qui vont leur permettre de mieux apprécier la situation au domicile et de leur dire que la situation qu'ils vivent à domicile est parfois normale et parfois nécessite d'être accompagnée, mais que de les réassurer par rapport à leur rôle parental, ça c'est quand même un enjeu important qu'on peut amener dans le parcours. Donc ça, c'est des éléments très importants. Voilà ce que je voulais vous dire en 2-3 minutes sur ce rôle de coordination. Merci Jérôme. Je pense qu'on reviendra avec la CNSA et la DGCS si elles ont des éléments de définition de coordination
à nous proposer. Avant de passer la parole à Anaïs, je pense que Jérôme, vous aurez à nous envoyer des slides de description de ces différents niveaux de coordination parce que ça soulève beaucoup de questions de la part des plateformes. Avant de passer la parole à Anaïs, je tiens cependant à souligner qu'en termes de coordination, les PCO soulèvent énormément d'espoir de la part des familles. Et c'est là où votre rôle de transformation du paysage territorial apparaît de manière assez flagrante. On a pensé les PCO en termes de coordination médicale principalement, c'est-à-dire coordination du parcours diagnostique et des premières interventions précoces avant et après diagnostic nosographique ou en tout cas diagnostic fonctionnel. Or, très rapidement, il est attendu par les familles que la PCO offre, au-delà de cette coordination médicale, une coordination de parcours et une coordination d'appui à la vie quotidienne avec l'ensemble des interlocuteurs. C'est un défi et c'est parfois très très lourd pour les PCO qui se montent. Donc, je tiens à souligner que pour les PCO qui se montent, il y a une notion de coordination territoriale avec une responsabilité populationnelle et territoriale partagée des lignes 2. Et ça, ce défi-là, il est énorme. Et ce que vient de décrire Jérôme, je pense que c'est important. Il y a un rôle fondamental de coordination du parcours diagnostique. Et évidemment, progressivement, vous allez devoir vous approprier cette attente des familles de coordination allant au-delà de cette coordination médicale. Voilà, mais ça fait beaucoup de coordination à déployer. Il faut que vous y travailliez avec vos lignes 2 et gardez au cœur de votre fonction ce défi qui est de permettre aux familles d'accéder au diagnostic et à des interventions précoces. Je passe tout de suite la parole à Anaïs avant de peut-être, Jérôme, vous laisser prendre connaissance des questions écrites sur la notion d'agent de liaison pour que vous puissiez y répondre. Il est 10h11, je pense pouvoir déjà annoncer que nous avons du retard sur la clôture de cette première journée. Je vous propose de donner à Anaïs le temps quand même de décrire sa PCO et les défis qu'elle rencontre et qui ont un peu transformé le paysage, donc d'avoir les 10 minutes, un quart d'heure qu'on a eu là, et ensuite de passer la parole à Garménique Leblanc sur la CNAM, donc un peu au-delà de 10h30, pour rappeler ce que font les CEPAM et comment sont organisés les CEPAM. Et si vous restez encore un peu, on parlera coordination avec la CNSA. Donc, sauf à ce qu'il y ait une masse de mails qui m'arrivent là, des participants pour me dire c'est pas la bonne organisation, je passe tout de suite la parole à Anaïs. Oui, bonjour. Je vais essayer d'être rapide. Donc, vous m'entendez ou pas? Oui. Donc, sur Amiens, sur la Somme, on a une organisation qui est, du fait du territoire, assez différente de mes collègues qui ont pu parler auparavant, puisque on est la seule, pour l'instant, PCO de la région. D'autres arrivent très, très prochainement. J'ai pu rencontrer quasiment l'ensemble des équipes qui vont porter les PCO pour pouvoir échanger justement avec elles via les liens qui étaient faits par l'ARS. On a un territoire aussi très différent puisque nous sommes sûrement beaucoup moins peuplé que le territoire de Seine-Maritime ou de Rhône-Alpes-Auvergne, avec une densité de population aussi beaucoup plus faible, un territoire beaucoup plus étendu par rapport aux distances, par exemple, entre lieux de soins et famille et patients. Donc, la PCO sur le territoire de la Somme a dû se mettre en place. Ça a été un projet qui a été monté très rapidement. Donc, aussi une différence avec mes collègues qui ont souvent eu une réflexion en amont. Et souvent des intervenants qui sont un peu aux différentes places. Donc, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire qu'effectivement, on intervient au CAMS, à la PCO, au CRA, en lien avec le CRA en neuropédiatrie. Donc, on a
des liens qui sont très faciles entre nous puisqu'on se connaît, on est peu nombreux, donc ça favorise le lien et les échanges, mais par contre, ça entraîne par moment un certain flou dans le repérage des intervenants. Par exemple, pour les premières lignes, la première chose, c'était de dire, mais si on a la PCO, donc on n'adresse plus au CMP, on n'adresse plus au CMPP, quels sont les trajectoires pour nos patients en fonction du secteur. Donc, ça a été aussi un travail de dire non, on n'est pas là pour remplacer l'existant et ce qui fonctionne déjà et ce qui fonctionne bien. C'est censé être un outil supplémentaire. Et pareil, dans les résistances des lignes 2 pour venir pour le partenariat, l'inquiétude, c'était d'un niveau supérieur qui vienne leur dire qui prendre en charge, quoi faire et comment, alors que c'est pas du tout l'idée. C'est vraiment de pouvoir faire d'apporter une aide dans des situations qui sont complexes, notamment par exemple par rapport à leur liste d'attente, de pouvoir intervenir plus tôt ou de faire le lien entre eux et les médecins de première ligne. Donc voilà, la difficulté qui a pu être identifiée initialement sur notre territoire, c'était un peu ce flou entre les différents dispositifs qui pouvaient se mettre en place. En plus, le terme de plateforme avait été choisi également pour les unités diagnostiques de TSA. Donc, il y avait 2 plateformes qui arrivaient ensemble en même temps. Donc forcément, les gens adressaient à la plateforme, mais ils ne savaient plus quelle plateforme c'était et pourquoi. Et en plus, c'était les mêmes personnes qui étaient les interlocuteurs. Donc, ça n'a pas simplifié les choses. Ça commence à se clarifier petit à petit. Dans les apports, ça nous a permis de renforcer les liens. D'ailleurs, moi, je ne pourrais pas rester plus tard parce que j'ai rendez-vous avec mes collègues des CMP pour pouvoir justement présenter des situations d'enfants adressés à la PCO et pour lesquels on doit envisager des relais. Donc, ça permet vraiment de multiplier les liens et de favoriser de mieux connaître le travail de chacun et les territoires d'intervention de chacun et comment se coordonner. Pour l'instant, ça a plutôt bien fonctionné parce qu'effectivement, les libéraux étaient présents. On trouvait de l'intérêt dans ce fonctionnement avec le fait de ne plus être seul, d'avoir une coordination, d'avoir un lien avec d'autres personnes et aussi d'être dégagé d'un lien des fois de paiement avec les familles. Ça peut simplifier les choses. Reste la difficulté de certaines situations où les familles ne sont pas toujours demandeuses. Ça, c'est important. Quand c'est la PMI, le médecin traitant peut être très demandeur. Si la famille n'est pas toujours demandeuse, ça va être très long pour elle de faire les démarches, d'appeler le libéral et de mettre en place après les rendez-vous et on se retrouve un peu en difficulté, surtout qu'avec la période Covid, les gens ont interrompu des prises en charge pour reprendre les prises en charge derrière. C'était pas toujours simple et ça pose un vrai problème même pour la réalisation des 35 séances en une année, par exemple, ou pour le libéral qui, après 3 rendez-vous proposés, dit je fais quoi, je peux pas garder de créneau, je peux pas. Donc, on a même dans les délais aussi d'intervention, c'est difficile. Là où on rencontre aussi des difficultés, je pense que ça va être de plus en plus difficile, c'est que là, nos libéraux qui ont contractualisé arrivent un peu à saturation et on a un peu du mal justement à toujours engager ces relais, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de situations où le libéral peut convenir et va continuer en libéral, la prise en charge va se poursuivre en libéral et donc il n'y a pas forcément de possibilité d'accueil supplémentaire toujours qui se crée. Donc
voilà, j'ai toujours l'inquiétude d'une saturation un peu du dispositif à venir, mais mes collègues en ont un peu parlé. La problématique du relais de coordination. On a énormément de mal à intégrer le médecin référent ou médecin généraliste sur les temps d'échange et sur la coordination après. C'est-à-dire que son travail et le repérage, une fois que c'est fait, il passe la main. Et la difficulté, c'est que les parents créent un certain lien, surtout s'il y a une annonce diagnostique particulière. Et derrière, quand il y a un relais, par exemple, sur un CESAD où il n'y a pas forcément de temps médical, ils disent et pour la suite, est-ce qu'on vous revoit? Comment ça se passe? Et c'est très difficile de dire, ou quand la prise en charge se poursuit en libéral, qui va être le médecin qui va coordonner au-delà de l'année suivante. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Donc, on essaye d'impliquer. Une des pistes serait d'impliquer un peu plus les pédiatres, mais pour avoir voilà, un lien avec un médecin spécialisé pour favoriser cette coordination, en tout cas ce suivi ultérieur, pour pas que les familles aient l'impression qu'il y ait une prise en charge et puis après plus rien. Et dernière difficulté que j'aborderai, et probablement c'est dans ce sens-là qu'il y a des choses à travailler au niveau de la convention, c'est le lien avec la MDPH, mais je pense que ce sera évoqué plus tard dans les discussions, dans les journées. Mais effectivement, quand des décisions MDPH sont très longues à venir, ou quand il y a des refus, on se retrouve un peu en difficulté pour la suite. Et je pense qu'il y a une amélioration à faire sur les échanges avec les MDPH locales. Voilà. Merci, merci Anaïs. J'avais cru comprendre quand même que vous aviez mis en place une sorte de guichet unique d'adressage. Est-ce que c'est une incompréhension de ma part ou Alors, non, on n'a pas positionné un guichet unique d'adressage. Les adressages peuvent toujours se faire directement via le CMP. Je pense qu'un guichet unique n'aurait pas été accepté par les partenaires et surtout aurait été beaucoup trop lourd en termes de volume de demande. D'accord. Je vois Christelle a enlevé son micro, donc peut-être que vous vouliez intervenir, Christelle, avant que je passe. Non, vous n'avez pas mis votre micro en silencieux, c'est pour ça. Donc, ce que je vois les questions posées donc sur la notion de coordination. Je pense qu'on continuera à l'aborder parce que c'est un vrai sujet de préoccupation de beaucoup de PCO. Ce que je propose avant d'aborder la notion de coordination, c'est peut-être passer la parole à Garménique, si vous voulez bien, pour présenter l'organisation de la CNAM et des CEPAM. Comment vous arrivez en appui des PCO, sachant qu'on essaye de vous donner toujours un cran d'avance dans la désignation des PCO en vous transmettant les cartes. Donc voilà, je vous passe la parole, Garménique. Oui, merci Delphine. Bonjour à tous. Ce que je voudrais vous dire assez succinctement, c'est déjà que on a informé au fur et à mesure de la mise en place de ce dispositif les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses des régimes partenaires par deux canaux qui sont à la fois notre Amélie Réseau, qui est notre intranet de l'assurance maladie destiné à tous nos partenaires du réseau de l'assurance maladie et dans lequel on a fait passer les informations au fur et à mesure de la construction du dispositif. Par ailleurs, donc on a publié une lettre réseau le 10 juillet 2019. Une lettre réseau, dans notre vocabulaire, c'est l'équivalent d'une circulaire ministérielle ou d'une instruction ministérielle qui décline finalement les informations nécessaires aux caisses pour justement assurer leur rôle dans le cadre de la montée en charge de ces plateformes de coordination d'orientation. Donc, la lettre réseau précise aux caisses les modalités de financement des plateformes et pour lesquelles on intervient. Et pour le coup, il y a deux types de financement qui passent par le biais de versements qui sont assurés par les caisses d'assurance maladie. Le premier versement, c'est un versement pour le fonctionnement qui fait l'objet, comme la procédure habituelle de toutes les structures médico-sociales,
ou des structures sanitaires d'une décision tarifaire de l'ARS, donc ce qu'on appelle un arrêté tarifaire, qui permet donc aux caisses de verser par 12e les crédits de fonctionnement qui sont délégués aux ARS par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et la Direction générale de la cohésion sociale par le biais d'une circulaire budgétaire annuelle. Et donc, ce financement se fait par le biais de versements dans une procédure qui est tout à fait gérée habituellement par les caisses pour financer les structures médico-sociales et sanitaires. Le deuxième canal de financement, qui est justement l'originalité de cette plateforme, c'est le fait qu'on finance donc les forfaits d'intervention précoce qui permettent aux ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues d'intervenir dans ce dispositif, alors que ce sont des professionnels qui ne sont pas conventionnés avec l'assurance maladie et qui habituellement ne sont pas financés par l'assurance maladie directement, si ce n'est par le biais justement des structures médico-sociales quand ils sont salariés ou qu'ils interviennent dans le cadre de conventions avec ces structures. Donc, c'est vrai que c'est une originalité qui est que ces professionnels sont financés sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de ville, c'est-à-dire le sous-objectif qui habituellement permet de financer les consultations médicales, les analyses de labo, la radiologie, enfin tous ces actes qui sont financés sur l'Ondam ville. Donc, les professionnels en question, ils sont financés par l'intermédiaire des plateformes auxquelles, en fait, on a décidé, avec la délégation interministérielle et les différentes directions ministérielles concernées, de verser des acomptes aux plateformes de manière à ce que les plateformes puissent financer ces interventions précoces de ces trois catégories de professionnels que nous n'avons pas dans nos systèmes d'information et que nous n'aurions pas pu payer directement puisqu'ils ne sont pas inscrits, leurs actes ne sont pas inscrits à la nomenclature de l'assurance maladie. Donc, le mécanisme, ça consiste à chaque mois verser un acompte par 12e selon une procédure qui est fixée dans la circulaire budgétaire, dans l'instruction ministérielle de juillet 2019, qui, parallèlement à la lettre au réseau, a été diffusée aux ARS pour préciser les modalités de financement. Il y a une décision initiale de désignation de la plateforme qui sert donc de pièce justificative aux caisses. La deuxième pièce, il y a une convention financière qui lie l'ARS, la structure et la caisse d'assurance maladie de manière à justement préciser les modalités de financement de ces forfaits. Et donc, les forfaits sont versés, d'abord font l'objet de ces acomptes mensuels de manière à ce que les structures, les plateformes aient la trésorerie suffisante pour rémunérer les professionnels. Ensuite, chaque trimestre, les plateformes doivent adresser aux caisses une liste des bénéficiaires d'un parcours. Donc, tous les enfants qui bénéficient du forfait d'intervention précoce par ces trois catégories de professionnels ou qu'ils soient pris en charge sous une autre forme et accompagnés sous une autre forme par les plateformes doivent être référencés dans un tableau trimestriel qui est transmis à la caisse. Et puis, en fin d'année, il y a un tableau récapitulatif pour le coup de seulement les enfants qui ont bénéficié des forfaits d'intervention précoce, qui sont versés par les plateformes selon le mécanisme qui est précisé dans l'instruction ministérielle de juillet 2019 par quart de forfait, avec les 7 tarifs de forfait qui sont précisés dans la circulaire. Donc, au fil de l'eau, les plateformes doivent verser en fonction de ce qui est écrit dans la circulaire ces cartes de forfait aux professionnels. Mais en fin d'année, il y a un tableau récapitulatif qui est adressé au 15 janvier de l'année suivante à la caisse, qui reprend la liste de tous les enfants qui ont bénéficié de ces modalités de financement d'intervention précoce. Et le tableau récapitulatif précise quel est le nombre de cartes de forfait en fonction de la catégorie professionnelle et du tarif qui est prévu soit pour un bilan seul, soit pour un bilan plus 35 séances quand il s'agit d'un accompagnement au long cours. Et ce tableau récapitulatif qui est transmis le 15 janvier de l'année suivante, il sert de facture annuelle sur ServicePay dont sont responsables les plateformes. C'est elles qui assurent le ServicePay. Et donc, en envoyant ce tableau récapitulatif qui sert de facture, on a bien ce qui a été versé effectivement
pour l'accompagnement sous forme d'intervention précoce par les plateformes aux 3 catégories de professionnels. Et donc, ça sert à faire une régularisation l'année suivante entre les acomptes qui ont été versés et la dépense effective. S'il a été dépensé plus que ce que les acomptes permettaient de financer, on verse évidemment en début d'année suivante le complément. S'il a été dépensé moins, on fait une régularisation sur les acomptes qui vont venir en suivant pour l'exercice suivant. Par ailleurs, je précise que si jamais la montée en charge démontrait qu'il y a plus de forfaits d'intervention précoce qui sont dépensés que les acomptes qu'on a pu convenir avec l'ARS initialement, on peut réajuster au fil de l'eau, en période de montée en charge, le montant de ces acomptes qui sont versés mensuellement aux plateformes. Voilà, donc c'est un mécanisme qui est certes un peu compliqué, mais qui permet aux plateformes de bénéficier de la trésorerie suffisante pour faire face aux modalités de financement de ces professionnels. Et donc, c'est une régularisation annuelle qui permet de ne financer que ce qui a réellement été dépensé. Pour autant, en janvier de l'année suivante, comme de toute façon les plateformes bénéficient à nouveau des acomptes de l'exercice suivant, il n'y a pas de difficulté à faire face au financement des forfaits d'intervention précoce de ces professionnels. Voilà. Donc, les pièces justificatives pour pouvoir démarrer ces versements d'intervention précoce, c'est à la fois la décision de l'ARS de désignation de la plateforme et la convention financière avec les 3 partenaires. Voilà, ça permet de démarrer. Et puis, je voulais préciser que par ailleurs, donc, on a diffusé de l'information par nos canaux aux médecins de première ligne sur effectivement la mise en place de ces plateformes, sur le repérage des enfants qui nécessitent un accompagnement par les plateformes. Donc, on diffuse par nos canaux d'information aux professionnels de santé, les médecins, mais aussi d'autres catégories de professionnels. On diffuse des informations en lien avec la délégation interministérielle de manière à ce qu'ils aient connaissance de la montée en charge de ce dispositif, certes qui n'est pas déployé partout. On essaye d'accompagner au maximum les caisses. Dès qu'il y a une plateforme qui se met en place dans un territoire, en général, les caisses nous appellent et donc on les accompagne dans cette montée en charge de manière à ce que vraiment ça soit fluide et qu'on vous accompagne au mieux. S'il y a la moindre difficulté, la cellule médico-sociale de la CNAM dont je suis responsable est tout à fait disponible pour les caisses pour les accompagner dans ce processus de montée en charge. Voilà, donc j'espère que mon propos n'est pas trop confus et que ça vous donne les éléments un peu cruciaux dans la mise en place et le financement de ces forfaits d'intervention précoce. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je suis là pour y répondre, bien évidemment. Merci Garménique, c'était très clair, bien que technique, et comme on s'y attendait, il y a beaucoup de questions qui arrivent aux conférenciers. Si vous en avez la capacité, je vous laisse y répondre y répondre par écrit, et si on n'a pas le temps, on y répondra par écrit sur Symbiose. Réponse quand même à des questions plutôt politiques qu'il faut que je fasse. Non, à ce stade, un conventionnement direct de l'assurance maladie avec les psychologues, les ergothérapeutes et les psychomotriciens n'est pas à l'ordre du jour. Donc, on passe par forfait. Et du coup, il est très important de rappeler, parce que les questions sont assez techniques, que la PCO fait écran entre la CNAM et les professionnels concernés. Et les éléments techniques de financement de la PCO par la CNAM ne doivent pas être appliqués par ricochet à ces professionnels. Ce n'est pas donc tous les trimestres que vous payez les professionnels, et on en reparlera demain. Et par ailleurs, comme vous le voyez, le suivi de la CNAM est par enfant. Donc, s'il y a besoin en cours de forfait de changer de professionnel, c'est possible tant que vous respectez les règles de quart de forfait et de l'arrêté contractif. C'est vraiment par enfant que le suivi des forfaits se fait. Donc, je tiens à le rappeler, on en reparlera plus techniquement demain encore, et Garménique sera là, je crois, sinon sinon j'assurerai, non, elle ne sera pas là, bon, sinon j'assurerai ce rôle-là, mais il y a bien un écran
entre ces professionnels et la CNAM. Ce qui vous donne une souplesse dans vos relations avec les professionnels ergothérapeutes et psychomotes. Jérôme, j'ai vu que vous vous reconnectiez, mais on a explosé notre temps, et vu que vous êtes là demain, ou Raphaël Guichawa sera là demain, vous pourrez présenter demain ces modalités. Et réponse aussi politique, non, la CNAM ne financera pas au sein de la nomenclature les éducateurs spécialisés. Il faut savoir que Claire Compagnon l'a rappelé en début de réunion, c'est déjà un énorme pas de ne pas financer ces professionnels sous le volet expérimentation, mais bien de les financer par l'Ondam de ville sous un volet national. Donc, le fait de rajouter un professionnel qui serait financé par la CNAM n'est pas à l'ordre du jour. Il faut déjà qu'on réussisse et qu'on confirme, qu'on transforme l'essai de ce financement-là de 3 nouveaux professionnels par l'Ondam de ville. Garménique. Oui, je voulais juste intervenir parce que dans la conversation, il y a une question à laquelle je peux répondre directement. Il y a d'autres questions qui relèvent davantage du ministère ou de la délégation sur le mécanisme de versement aux professionnels des forfaits. Mais par contre, pour ce qui est de la question de Fabienne Righetti sur les consignes au CNAM, je vous confirme qu'il y a bien eu des consignes au CNAM qui ont été données par cette lettre réseau dont je parlais tout à l'heure ou caisse pour la prise en charge de ces forfaits. Pour autant, c'est vrai que comme tout le monde, nous avons eu à faire face à la crise Covid, que l'accompagnement qu'on avait prévu pour les caisses ne s'est pas fait de manière aussi fluide que nous en avions convenu. Pour autant, si vous avez des difficultés de pratique qui ne sont pas les mêmes selon les caisses, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas le même niveau de compréhension de la lettre réseau et des informations qu'on a mis sur notre intranet. Et pour autant, vous pouvez leur demander de se rapprocher de nous, donc la cellule médico-sociale à la CNAM, et on leur réexpliquera les mécanismes s'il y a des difficultés de compréhension. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous appuyer, pour vous relayer et faire en sorte qu'on puisse harmoniser au fur et à mesure de la montée en charge du dispositif les pratiques de manière à ce qu'on respecte bien les consignes nationales qui ont été données. Voilà. Et ce que je propose, sauf à ce que notre centaine de participants nous alertent, c'est qu'on fasse un dernier petit point sur les MDPH avec Anne Marceau et Prisca Vino, si vous êtes encore là, puisqu'elles se sont mises en caméra cachée, c'est pas comme ça qu'on dit. Si elles n'apparaissent pas, ce que je propose quand même, il faut que vous mettiez votre micro, c'est de rappeler que effectivement notre décret, et on en est d'accord avec Prisca et Anne, est assez mal écrit sur l'articulation avec les MDPH. Et dans ce contexte-là, on est en train d'essayer d'améliorer cette articulation, puisqu'on a bien compris que les MDPH se retrouvaient parfois à accorder par exemple des AVS sans que le diagnostic ait été fait. Donc on est en train d'explorer des pistes pour permettre une meilleure coordination entre PCO et MDPH. Peut-être Anne, pouvez-vous récapituler un peu la discussion qu'on a eue et qui semblait avoir un consensus entre nous, même si pour l'instant on n'a pas fait la rédaction en droit, du fait qu'il ne fallait pas bloquer d'attribution de droit via les MDPH. Oui, bonjour à tous et merci de m'inviter à cette plateforme. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de faire le constat qu'on a un sujet d'articulation entre les plateformes et les MDPH et que, bien sûr, il va falloir qu'on travaille pour que, au maximum, on va dire cette articulation soit fluide. Là où on est aujourd'hui un peu en difficulté, c'est que les MDPH, vous savez, ont des objectifs d'un point de vue des délais de traitement, etc. Et il est visé que les personnes au maximum n'aient pas trop souvent à revenir vers la MDPH pour faire des dossiers, etc. Et donc, on pourrait se trouver dans quelque chose d'un petit peu paradoxal entre répondre au coup par coup on va dire, en fonction des prises en charge des plateformes et adapter les droits à compensation, on va dire, de manière très, très précise. Et donc, on a à travailler toutes ces articulations. On est très clair sur tout ça. C'est vrai
vrai qu'au fur et à mesure que les plateformes vont se déployer également, ça va permettre au MDPH de faire connaissance avec vous aussi, hein, d'articuler, l'idée étant au maximum que les jeunes puissent passer par des phases de diagnostic, des phases d'accompagnement précoce, etc., avant de solliciter la MDPH. Par contre, à chaque fois qu'il sera utile de mobiliser la MDPH, il faudra partager de l'information, hein, bien sûr en lien avec les familles, pour pouvoir gagner du temps et faire en sorte que les MDPH n'aient pas à redemander des bilans, des choses comme ça. Donc toute cette articulation-là, il nous faut la travailler ensemble et je pense que ça fera l'objet de futurs travaux sur lesquels on sera amené à coopérer forcément. Oui, pour rebondir là-dessus, on a maintenant près d'1 an d'existence des plateformes, donc on a de plus en plus de situations qui remontent. On s'est mis dans un tour de table avec la DGCS, la CNSA, pour mieux calibrer l'articulation. Mais plus vous nous remontez de situation, plus on voit que la question est complexe et qu'il ne faut pas aboutir avec des textes trop impératifs et combinatoires à empêcher les MDPH d'attribuer des droits parce que la PCO n'aurait pas fini le diagnostic et empêcher la PCO de déclencher un forfait parce qu'il y aurait déjà des droits MDPH déclenchés, mais pas dans une vocation diagnostique. Donc, on va tenter de lister les sujets et d'avancer au fur et à mesure, mais ça fait partie de cet Everest qu'on grimpe tous ensemble parce qu'on sait bien qu'en France, on écrit les lois et ensuite, il y a plein de situations où le bon sens prévaut dans les territoires et il faut en tenir compte. Et n'hésitez pas effectivement à nous faire remonter tous ces cas d'usage sur lesquels ça bloque. Je voyais dans les commentaires le principe d'une convention qui pourrait être quelque chose qui facilite justement ces relations entre les MDPH et les plateformes. Ça fait partie des outils effectivement facilitants sur lesquels il faudra qu'on travaille ensemble. On a explosé notre temps. Il y avait un dernier. Donc, Prisca, vous voulez confirmer ou Oui, tout à fait. C'est pour adhérer à tout ce que vous venez de dire et à l'importance effectivement de faire remonter un petit peu les cas pratiques auxquels vous êtes confrontés, qui nous permettront justement dans l'instruction à venir, qui permettra d'expliciter le fonctionnement, notamment dans le cadre de l'élargissement du forfait aux 7-12 ans, de permettre d'anticiper et de mieux articuler ces relations sans être trop prescriptif, comme tu le disais Delphine. Donc n'hésitez pas sur Symbiose à faire remonter tous ces cas pour qu'on puisse véritablement mieux encadrer et fluidifier les relations qui doivent aujourd'hui être consolidées entre les PCO et les MDPH. C'est très, très important, justement, pour la fluidité du parcours. Voilà. Et merci pour... Merci Prisca. On sera amené, DGCS et CNSA, à continuer à travailler sur ces sujets-là. Donc, on a plein de sujets. Il faut vraiment nous les faire remonter, même quand on ne répond pas très vite, on les prend en compte et on les traite. Il y a un sujet sur les transports sanitaires. Garménic, est-ce que ça a été évoqué? Je l'avais promis qu'on en parlerait un peu. Est-ce que vous pouvez rappeler le droit? Alors, avant que Garménic fasse cet exercice difficile de dire le droit et donc de dire les limites à ce droit, et on en est bien conscient, voilà, elle n'est pas à l'origine des lois et décrets qu'elle est forcée d'appliquer, donc elle va vous rappeler les modalités d'application, mais elle n'est pas coupable des difficultés que vous rencontrez dans le cadre du forfait, puisqu'on fait exploser des tuyaux qui sont bien établis depuis des années en France, et donc on est bien conscient que par ailleurs, il y a des tuyaux qui s'appliquent quand même. Donc Garménic, je vous laisse expliquer, parce que moi, je l'ai appris par cœur et je ne le sais toujours pas faire l'expliquer. Merci Delphine. Je vais essayer d'être très concise, mais je précise qu'effectivement, cette question des transports, c'est une difficulté qu'on a à résoudre bien au-delà du fonctionnement des plateformes, puisque de toute façon, les orientations politiques de ces dernières années qui sont tournées vers un accompagnement au maximum en milieu ordinaire et un accès au droit commun qui est vraiment porté par Madame Cluzel de manière très forte. Donc de toute façon, mécaniquement, il va de soi que si on met l'accent sur cette orientation-là, les transports sont un sujet
pour pouvoir accompagner cette transformation des pratiques dans le secteur. La ministre s'est engagée à ce qu'il y ait un travail de coopération entre les différentes administrations pour qu'on trouve de nouvelles solutions au financement de ces transports compte tenu de ces orientations. Donc, ça dépasse bien entendu notre cadre. Le droit aujourd'hui, il est posé par le Code de la sécurité sociale pour ce qui est des transports sanitaires. Donc, il est relativement limitatif. Il y a des règles très précises, notamment soit on finance un transport parce qu'il y a une hospitalisation, soit on finance un transport parce qu'une personne a une ALD plus des déficiences qui font l'objet donc d'un référentiel de transport sanitaire, soit parce que ça répond à des règles de transport en série, par exemple. Donc, il y a des règles qui sont très précises, qui sont précisées à l'article R322-10 du Code de sécurité sociale. Pour ce qui est en fait des structures porteuses des plateformes, il y a une règle spécifique qui a été mise en place par le décret 2014-531 du 26 mai 2014, qui en fait est venu pour résoudre une difficulté qui était que les transports pour les enfants qui se rendaient dans les CMPP et les CANSP étaient pris en charge sur la base d'une simple lettre ministérielle de 90. Donc aujourd'hui, ça fait partie du droit intégralement et donc c'est bien inscrit dans le Code de sécurité sociale par le biais de ce décret. La règle, c'est que sont pris en charge les transports par l'assurance maladie dans le cadre d'un formulaire spécifique transport sanitaire, les transports vers les CMPP, les CANSP qui prennent en charge des enfants, et ça s'applique aussi bien pour les enfants qui sont accompagnés par les plateformes et dont les porteurs sont des CMPP ou des CANSP. Donc de la même manière que les enfants de la file active habituelle de ces structures bénéficient d'une prise en charge de leur transport selon les règles de droit qui sont inscrites dans le Code de la sécurité sociale, les enfants de la plateforme bénéficient exactement des mêmes droits. Par ailleurs, donc les plateformes, elles fonctionnent avec des libéraux. Quand des libéraux de type orthophoniste, kiné bénéficient d'un financement par l'assurance maladie au titre des soins complémentaires sans demande d'accord préalable, puisque ça c'est une dérogation spécifique qui est accordée aux plateformes, dans ce cadre-là, les transports, ils suivent les règles de droit commun, le R322-10 que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc les transports peuvent être prescrits quand ils respectent les règles de droit commun du transport. Par contre, évidemment, pour les professionnels, ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues qui font l'objet des forfaits d'intervention précoce, ces professionnels n'étant pas inscrits à la nomenclature des actes de l'assurance maladie et faisant l'objet d'un financement très spécifique qui entre dans le cadre du fonctionnement de ces plateformes qu'on a évoquées ensemble, les transports, en fait, ils suivent dans le droit de la sécurité sociale la règle de ce qu'on appelle l'accessoire suit le principal. Le principal, c'est l'acte de soin qui est financé et le transport, c'est l'accessoire qui suit cet acte de soin. Donc, en l'occurrence, les interventions des psychomotes, psychologues et ergothérapeutes ne font pas l'objet d'une prise en charge dans le droit commun R322-10 des transports. Pour autant, la délégation a bien conscience de cette difficulté depuis le lancement des plateformes et on travaille ensemble à essayer de trouver d'autres solutions pour l'avenir, mais à la date d'aujourd'hui, l'état du droit, c'est celui-là. Il y aura forcément des évolutions, mais malheureusement, nous sommes pris entre deux feux, qui est celui de la régulation des dépenses d'un côté et celui de la transformation de l'offre et de l'accompagnement de l'autre. Donc, les choses se font progressivement. Voilà ce que je peux vous dire sur les règles de transport et qui sont précisées d'ailleurs dans Symbiose, dans la FAQ. Ça fait l'objet d'une publication dans Symbiose en lien entre toutes les administrations concernées. Voilà. J'espère que j'ai été claire et rapide. Pour la question de la fiche technique, c'est sur Symbiose déjà, sur les transports sanitaires. Donc, je vous invite à retourner, voir sur Symbiose. Effectivement, il y a une question sur les PCO non CMPP ou CAMS. Donc les PCO CMP ou centre hospitalier, et là effectivement il n'y a pas de transport sanitaire qui prévaut, sauf à ce que Garminic me le confirme. On a explosé notre temps, même si on s'y attendait un peu. Je constate que vous êtes nombreux à continuer à suivre.
j'espère que voilà, nous aurons répondu à un certain nombre de questions et qu'on vous aura aussi inspiré par les travaux des 3 PCO qui maintenant ont une année d'expérience. C'est un peu inédit hein, de se parler tous par webinaire et de choisir d'avoir des échanges sans PowerPoint assommant. J'espère que ça vous conviendra. Merci de nous envoyer vos retours sur vos satisfactions ou insatisfactions par rapport à cet exercice à l'issue des 3 jours, puisqu'on devra le renouveler probablement dans les mois à venir et on devra prendre en compte toutes vos remontées sur l'organisation de ces travaux. Je tenais à signaler quelque chose de très important à l'issue de cette première journée. Quelqu'un a parlé d'Everest. Alors d'abord, ce n'est pas de moi, c'est de Mylène Girard qui dit que parfois dans notre secteur des troubles du neurodéveloppement, on a l'impression de monter l'Everest à main nue par la face nord et par temps venteux. Mais d'abord, c'est assez grisant quand même cette ascension et il y a toujours un sommet, même si plus on s'en rapproche, plus on a l'impression qu'il s'éloigne. Donc voilà, vous avez des PCO qui ont 1 an d'existence, qui transforment déjà les territoires, qui inscrivent les troubles du neurodéveloppement comme incontournables dans ces territoires-là et qui rendent un service inouï aux familles via ce système de repérage. Donc ne l'oubliez pas pour ceux qui sont qui viennent à tout juste d'être désignés et qui commencent à rencontrer toutes les difficultés qu'on connaît sur la mise en réseau, le travail en collectif, la coordination, etc. Il y a des réussites et elles sont visibles même avant 1 an d'expérience. Par ailleurs, redire qu'on est un collectif de travail, c'est-à-dire que Christelle a ouvert en disant sur une région, il faut que les PCO se coordonnent. Aujourd'hui, vous êtes plus de 100 à avoir participé à ce webinaire. Sur Symbiose, on atteint pratiquement le nombre de 200. Quand les 100 plateformes auront été construites, vous serez probablement 400 sur Symbiose à pouvoir échanger sur vos bonnes pratiques, vos manières de résoudre les situations. Et tout ne peut pas venir du niveau national, ni surtout du niveau réglementaire, parce qu'on vous contraindrait trop et on empêcherait la prise en compte des spécificités territoriales. Donc, n'hésitez pas à vous approprier cet outil et à échanger et à répondre entre vous. Parfois, je constate que d'autres PCO répondent à des questions posées par certaines PCO sur Symbiose. C'est la bonne solution. C'est aussi entre vous que vous allez trouver des moyens de répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Donc, merci à vous. Ce collectif de travail, c'est une richesse. C'est une richesse pour le travail en réseau, mais c'est aussi une force. Et c'est les 100 personnes que vous êtes et les 200 à venir ou les 300 à venir qui allaient transformer le quotidien des familles et le parcours des personnes. Et ne l'oubliez pas quand vous serez au milieu des difficultés dans le montage de vos PCO pour les faire exister. C'était ma conclusion du jour. Merci aux administrations centrales et opérateurs d'avoir été présents. Et aux 3 PCO, je vous donne rendez-vous demain sur des questions précises qui ont d'ores et déjà été posées aujourd'hui: sensibilisation, paiement, e-parcours et adressage. Donc, j'espère vous retrouver demain aussi nombreux qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je clôture la réunion. Le GNCRA, je compte sur vous pour l'enregistrement et des questions notamment. Tout est enregistré, aucun problème. Bon, je vous bénis donc et merci pour les questions. On essaye d'y répondre par écrit, voilà, tous ensemble, opérateurs et direction d'administration centrale dans la semaine. Un replay sera disponible sur Symbiose la semaine prochaine. Merci à tous. Je mets fin à la réunion.